Parfois, l'héritage le plus lourd n'est ni l'argent ni les biens. C'est le silence entre les générations. Les questions que nous n'avons jamais posées pendant qu'il était encore temps. Stéphane Martin a appris cette vérité à 54 ans, debout dans la maison de son grand-père décédé, après 20 ans de silence et de poussière. Il s'attendait à de vieux meubles et à des souvenirs fanés. Au lieu de cela, il trouva une caisse en bois cachée entre deux canapés, remplie de lingots d'or qui ne devraient pas exister. De l'or véritable, une richesse inexpliquée. Son grand-père n'en avait jamais dit un mot. La découverte a changé tout ce que Stéphane pensait savoir sur sa famille, sur le bien et le mal, sur le genre de père et d'homme qu'il voulait être. Quoi d'autre son grand-père avait-il caché, et pourquoi? Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Le réveil de Stéphane Martin sonnait à 5h30 chaque matin, comme il l'avait fait au cours des 30 dernières années. Le son était doux, un léger carillon qu'il avait choisi spécifiquement pour ne pas réveiller Léo en sursaut dans la chambre voisine. À 54 ans, Stéphane avait appris que les petites attentions comptaient le plus. Il l'avait appris à travers un divorce, des difficultés financières, en regardant son fils naviguer dans un monde qui n'était pas conçu pour quelqu'un atteint d'infirmité motrice cérébrale. Il l'avait appris à la dure, ce qui semblait être la seule façon pour Stéphane d'apprendre quoi que ce soit. Il se tenait dans la cuisine de leur petit gîte loué, attendant que le café infuse. L'endroit était bien rangé, mais usé, un linoléum qui avait connu des décennies meilleures, des placards qui ne fermaient pas tout à fait correctement, un réfrigérateur qui bourdonnait trop fort. Mais c'était abordable, et le propriétaire n'avait pas sourcillé quand Stéphane avait demandé à faire des modifications pour l'accessibilité de Léo. Stéphane avait installé lui-même les barres d'appui, élargi l'embrasure de la porte de la salle de bain, construit une rampe pour les marches de l'entrée. De petites attentions. Bonjour, papa. La voix de Léo venait du couloir, accompagnée du rythme familier de sa démarche, inégale mais déterminée. À 28 ans, Léo avait les yeux sombres de sa mère et le menton obstiné de Stéphane. Il avait également hérité d'un esprit vif dont Stéphane remerciait Dieu chaque jour. Bonjour, mon grand. Le café est presque prêt. Stéphane attrapa 2 tasses. La routine était si automatique que ses mains connaissaient le mouvement même dans son sommeil. J'ai vu la lettre de l'avocat hier, dit Léo en s'installant dans sa chaise à la table de la cuisine. À propos de la maison de Papy Jean. Stéphane versa le café. Il ajouta de la crème dans la tasse de Léo, comme il l'aimait. Oui, je l'ai vu. 20 ans, c'est long pour laisser un endroit vide. La procédure de succession prend du temps quand il n'y a pas de testament clair. Ton grand-oncle s'est battu avec moi pendant des années. Stéphane s'assit en face de son fils. Peu importe maintenant. C'est à nous, ou à moi. Peu importe. Léo étudia son père par-dessus le bord de sa tasse. Tu n'as pas l'air enthousiaste. Ce n'est qu'une maison, Léo. Une vieille maison pleine de vieilles choses ayant appartenu à un homme que je connaissais à peine. C'était assez vrai. Jean Martin avait été une présence dans l'enfance de Stéphane, pas une personne. Il avait été la figure sévère lors de dîners de fête occasionnels, l'homme qui envoyait des cartes d'anniversaire avec un billet de 20 € impeccable et aucun message personnel. Il avait réussi, un architecte qui concevait des bâtiments gouvernementaux et des installations militaires pendant la guerre froide. Il avait eu de l'argent, du respect, et une maison moderniste à l'orée d'une forêt de Sologne qui semblait sortie d'un magazine d'architecture. Il avait aussi été froid, distant, le genre de grand-père qui vous serrait la main au lieu de vous étreindre, qui posait des questions sur les notes mais jamais sur les rêves. Le père de Stéphane, le fils de Jean, était mort jeune, d'une crise cardiaque à 42 ans. Après cela, le peu de lien qui existait entre Stéphane et Jean s'était entièrement dissous. Jean avait assisté aux funérailles, serré la main de Stéphane, puis s'était retiré dans cette maison de verre et d'acier en Sologne. Il avait vécu encore 15 ans après cela, mourant tranquillement à 83 ans, et d'une manière ou d'une autre, Stéphane n'avait jamais trouvé le temps ou le courage de lui rendre visite. Pas une seule fois. Quand même, dit Léo, ça a de la valeur. L'immobilier par là-bas, même si la maison est démodée. On verra. Maître Nicolas Dubois, l'avocat de la succession, dit que je dois y aller, la vider. 20 ans d'abandon, ça veut dire qu'il y a probablement de la moisissure, des dégâts des eaux, toutes sortes de problèmes. Stéphane sirota son café.
Je pensais qu'on pourrait y passer un week-end, voir ce qu'il y a, décider si ça vaut même la peine de la garder ou si on devrait juste la vendre en l'état. Le visage de Léo s'illumina. Tu veux que je vienne? Si tu te sens d'attaque. Un peu de compagnie et d'aide ne serait pas de refus, pour être honnête. Le sourire de Léo valait tout. Stéphane avait appris, surtout au cours des 5 années depuis que Sandrine était partie, que donner un but à Léo comptait plus que de le protéger de l'effort. Son fils avait besoin de se sentir utile, capable, digne de confiance. Le divorce avait été dur pour Léo, regardant sa mère choisir une vie plus simple, une vie qui n'incluait pas les réalités quotidiennes des soins. Elle appelait maintenant pour les anniversaires et les fêtes. Elle envoyait des chèques pour les frais médicaux, de l'argent de culpabilité qui semblait toujours trop peu et trop tard. Stéphane ne lui en voulait pas. Pas vraiment. S'occuper d'une personne dépendante était épuisant, incessant, et elle l'avait fait pendant 23 ans avant que quelque chose en elle ne se brise. Mais il ne lui avait jamais pardonné le regard sur le visage de Léo quand elle avait expliqué qu'elle partait. Ce regard de compréhension, de résignation, d'un jeune homme réalisant qu'il était perçu comme un fardeau. « On y va quand ?» demanda Léo. « Ce week-end. Samedi matin. On en fera une journée. » Le reste de la semaine s'écoula à son rythme habituel. Stéphane travaillait 3 jours à son emploi à temps partiel dans une entreprise de bâtiment local. Semi-retraité, disait-il, bien que cela signifie en réalité qu'ils n'avaient besoin de lui que lorsqu'ils avaient plus de travail que leur équipe plus jeune ne pouvait en gérer. Il avait été entrepreneur pendant 30 ans, construisant des terrasses, des extensions et rénovant des cuisines dans 3 départements. Son corps en portait les marques, un mauvais genou, une épaule douloureuse par temps froid, des mains qui commençaient à se raidir avec l'arthrite. Le jeudi, sa voisine, Monique Fournier, l'interpella alors qu'il rentrait ses courses. « Stéphane, vous avez une minute ?» Elle avait 72 ans, toujours aussi vive, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon soigné et des yeux qui ne manquaient rien. « Bien sûr, Monique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que vous aviez hérité de la propriété de Jean Martin. » Elle s'appuya sur sa canne, l'étudiant. « C'est quelque chose. Les nouvelles vont vite. Dans un petit village, les gens parlent. » Elle marqua une pause. « Je connaissais votre grand-père, vous savez. Pas bien, mais nous nous sommes croisés au fil des ans. Il était souvent à la bibliothèque, toujours à faire des recherches sur quelque chose. Des revues d'architecture, des livres d'histoire, des documents gouvernementaux. » Stéphane posa ses sacs de course. « Comment était-il? Je veux dire, vraiment. » Monique réfléchit à la question. « Compliqué. Brillant, certainement, mais tourmenté. Après 1982, peut-être 83, quelque chose a changé en lui. Il est devenu plus renfermé, a cessé de venir aux événements du village. Avant, on le voyait aux réunions de la Société historique, aux audiences de la commission d'urbanisme. Puis un jour, il a simplement cessé de se montrer où que ce soit. Une idée de la raison? Non. Mais les gens ont remarqué. Certains disaient qu'il s'était disputé avec un partenaire commercial. D'autres pensaient qu'il vieillissait, qu'il voulait de l'intimité. Elle regarda attentivement Stéphane. Quoi que ce soit qui le rongeait, ça l'a rongé pendant longtemps. Je l'ai vu environ 6 mois avant sa mort à la pharmacie. Il avait l'air d'un homme portant le poids du monde. Stéphane pensa à cette conversation tout le vendredi. Le samedi matin, lui et Léo chargèrent la camionnette, produits de nettoyage, sacs poubelles, gants de travail, une glacière avec des sandwichs et de l'eau. Le trajet dura 40 minutes, serpentant à travers des forêts de pins et dépassant de vieilles fermes jusqu'à ce qu'ils tournent sur un chemin privé qui n'avait pas été entretenu depuis des années. La maison apparut soudainement à travers les arbres, et Stéphane eut le souffle coupé. Elle était magnifique, même en déclin. Tout en anglais en verre, construite à flanc de colline, de sorte qu'elle semblait jaillir du paysage. Jean l'avait conçue lui-même en 1968, et elle ressemblait à l'avenir que les gens imaginaient à l'époque. Des lignes épurées, des fenêtres du sol au plafond, un toit plat avec des auvents spectaculaires. Le verre était terni par la crasse, le bardage en bois grisé par les intempéries, mais la structure était magnifique. « Waouh » dit doucement Léo. Je n'avais aucune idée. Stéphane se gara et ils restèrent un moment assis, à regarder.
Puis il sortit les clés. Maître Dubois lui avait donné 2 clés en laiton usées par le temps, attachées à un porte-clés en cuir avec les initiales de Jean embossées en or délavé. La porte s'ouvrit avec résistance, les gonds protestant. À l'intérieur, l'air était vicié et lourd de poussière. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres sales, illuminant un espace figé dans le temps. Les meubles étaient recouverts de draps blancs qui avaient jauni. Le sol était en terrazzo d'origine, terni mais intact. Des étagères intégrées contenaient des livres et des objets que Stéphane ne pouvait pas bien distinguer dans la pénombre. On dirait un musée, dit Léo, la voix basse. Comme s'il était juste sorti un jour et n'était jamais revenu. Mais Jean était revenu. Il avait vécu ici jusqu'à sa mort. Il avait arpenté ces sols, dormi dans cette chambre visible à travers l'embrasure de la porte, s'était assis dans ses fauteuils maintenant cachés sous des draps. Il avait vécu ici, seul, avec ce qu'il avait changé en 1982, avec ce poids que Monique avait vu sur ses épaules. Stéphane retira le premier drap, révélant un canapé bas en tissu orange brûlé, décoloré par le soleil sur le dessus. La poussière emplit l'air, le faisant tousser. Ils travaillèrent pendant 2 heures, enlevant les draps, ouvrant les fenêtres pour aérer l'endroit, faisant l'inventaire. La maison était remarquablement préservée. Pas de dégâts des eaux, pas de moisissures, juste de la poussière et le temps. Les affaires de Jean étaient partout. Des livres sur l'architecture et l'histoire, des disques vinyles, des poteries du milieu du siècle, des photographies encadrées des bâtiments qu'il avait conçus. Et puis, alors que Stéphane retirait une couverture tachée de peinture d'entre 2 canapés couverts près de la cheminée, il la vit. Une caisse en bois, verre militaire, d'environ 1 mètre de long et 60 centimètres de large. Elle était lourde, il pouvait le dire rien qu'en voyant la façon dont elle était fermement posée sur le sol, ne bougeant pas lorsque la couverture s'en détacha. « C'est quoi, ça ?» Léo s'était approché de lui. « Je ne sais pas. » Stéphane s'agenouilla, son genou protestant. La caisse avait un couvercle à charnière avec un simple fermoir, sans serrure. Sur le côté, en pochoir noir délavé, propriété du gouvernement français, suivi d'un numéro de série. Il l'ouvrit. Les lingots d'or reposaient en rangées nettes, 12 d'entre eux, chacun de la taille d'une brique. Ils brillaient même dans la lumière poussiéreuse, estampillés de marqués de numéros officiels. Stéphane tendit la main, en toucha un, sentit son poids et sa froideur. « Papa » murmura Léo. « C'est du vrai ?» Stéphane souleva un lingot. Il était étonnamment lourd, d'une densité qui ne pouvait être contrefaite. Le poinçon indiquait 1,999 kg or fin, suivi d'un numéro de série et de ce qui ressemblait à un sceau officiel. Ses mains tremblaient. « Je crois bien, dit-il. Je crois que c'est très réel. » Stéphane ne pouvait détacher ses yeux des lingots d'or. Ils reposaient dans leur caisse comme sortis d'un rêve, ou d'un cauchemar. Il avait déjà vu de l'or, bien sûr, dans des bijouteries et des musées, mais jamais comme ça. Jamais 12 kilogrammes solides empilés proprement dans une boîte de surplus militaire dans le salon de son grand-père décédé. « On peut les toucher ?» Léo s'était rapproché, son visage un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Je l'ai déjà fait. » La voix de Stéphane lui parut étrange. « Ils sont vrais, Léo. Je le sens. Le poids, la densité. On ne peut pas truquer ça. » Il souleva un autre lingot, le retournant dans ses mains. Les poinçons étaient nets, officiels. Chaque lingot portait des numéros de série légèrement différents, mais les mêmes marques gouvernementales. Ce n'étaient pas des marchandises du marché noir ou des trésors de contrebande. C'étaient des lingots légitimes, achetés par des canaux appropriés, estampillés et certifiés, ce qui rendait leur présence ici encore plus déroutante. « Ça vaut combien, l'or ?» demanda Léo. L'esprit de Stéphane faisait déjà le calcul. « La dernière fois que j'ai vérifié, quelque chose comme 55 € le gramme. Ce sont des lingots d'1 kilo, donc. » Il marqua une pause, calculant. « Chacun vaut peut-être 55 000 €, peut-être plus. Multiplié par 12. » Stéphane reposa soigneusement le lingot à sa place. Son cœur battait la chamade. Près de 700 000 €, peut-être plus, dans une boîte, dans une maison abandonnée depuis 20 ans. Léo s'assit avec précaution sur le canapé poussiéreux. Pourquoi Papy Jean aurait-il autant d'or? Je ne sais pas.
Stéphane referma le couvercle de la caisse, puis le rouvrit immédiatement, comme s'il avait besoin de confirmer que les lingots étaient toujours là. Je ne sais rien de tout ça. Peut-être qu'il l'économisait, tu sais, comme un investissement. Peut-être. Mais quelque chose clochait dans cette explication. Si Jean avait investi dans l'or, pourquoi le cacher comme ça? Pourquoi ne pas le garder dans un coffre-fort à la banque? Pourquoi le stocker dans une caisse militaire sous une couverture entre deux canapés? Stéphane sortit son téléphone, prit plusieurs photos des lingots, des numéros de série, des poinçons. La lumière n'était pas idéale, mais les images étaient assez claires. Une preuve, une documentation. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il ressentait le besoin de preuves, mais un instinct lui disait que cette découverte devait être enregistrée. Qu'est-ce qu'on va faire? La question de Léo flottait dans l'air poussiéreux. Stéphane s'assit à côté de son fils, les ressorts du vieux canapé grinçant sous son poids. Je ne sais pas non plus. On pourrait le signaler, le dire à la gendarmerie, ou je ne sais pas, au gouvernement. Et dire quoi? On a trouvé de l'or dans la maison de mon grand-père. Ce n'est pas un bien volé, pour autant qu'on sache. Il n'est pas illégal de posséder de l'or. Stéphane se frotta le visage des deux mains. Mais d'où vient-il? C'est ce que je dois savoir. Léo resta silencieux un moment. Quand il parla, sa voix était réfléchie. Qu'est-ce qu'on ferait avec autant d'argent? La question tomba sur Stéphane comme un poids. Que ferait-il? Payer les dettes, certainement. Les frais médicaux de Léo s'accumulaient. Les chèques de Sandrine en couvraient une partie, mais pas tout. Il y avait des procédures dont Léo avait besoin, du matériel qui lui faciliterait la vie, des thérapies que l'assurance ne couvrait pas. La camionnette de Stéphane était en train de mourir, la transmission glissant un peu plus chaque semaine. Le loyer était toujours serré, toujours du trop tôt. 700 000 € changeraient tout. Beaucoup, dit finalement Stéphane. On pourrait faire beaucoup de choses. Mais d'où vient-il, papa? Léo se tourna pour regarder son père. Ça compte, n'est-ce pas? Stéphane croisa le regard de son fils et y vit quelque chose qui lui serra la poitrine, une clarté morale, une simple compréhension que certaines questions devaient trouver une réponse avant que toute décision ne puisse être prise. Léo avait toujours eu cette qualité, même enfant, un sens du bien et du mal non compliqué par les compromis que les adultes apprennent à faire. Oui, dit Stéphane. Ça compte. Ils passèrent l'heure suivante à fouiller le salon plus attentivement. Stéphane se déplaçait méthodiquement, vérifiant sous les meubles, derrière les bibliothèques, à l'intérieur des armoires. Si Jean avait caché une chose, il aurait pu en cacher d'autres. Mais il ne trouvait rien d'autre d'inhabituel, juste les possessions accumulées d'une longue vie vécue seule. On devrait vérifier le reste de la maison, suggéra Léo. Ils traversèrent les chambres, celle de Jean, sobre et ordonnée, une chambre d'amis qui semblait intacte depuis des décennies, la salle de bain avec son carrelage rose et ses installations d'une autre époque. Tout était daté mais propre, comme si Jean avait entretenu la maison méticuleusement, même en se retirant du monde extérieur. Dans ce qui avait clairement été le bureau de Jean, Stéphane s'arrêta. Ici se trouvait la preuve de la vie professionnelle de l'homme, des classeurs, un bureau avec une vieille machine à écrire, des étagères remplies de revues d'architecture et de livres de référence. Une table à dessin se tenait près de la fenêtre, sa surface portant encore les faibles empreintes de crayons de dessin depuis longtemps retirés. Stéphane ouvrit les classeurs. Des chemises en manille soigneusement étiquetées contenaient ce qui ressemblait à de la correspondance commerciale, des contrats, des dossiers de projet. Il sortit un dossier au hasard, des plans pour une installation gouvernementale en Corrèze, daté de 1974. Un autre dossier contenait une correspondance avec le ministère de la Défense discutant des spécifications pour un bâtiment de communication sécurisé. Il a fait beaucoup de travail pour le gouvernement, observa Léo, regardant par-dessus l'épaule de Stéphane. Époque de la guerre froide. Il y avait beaucoup de constructions militaires à l'époque. Stéphane parcourut d'autres dossiers, son œil d'entrepreneur notant automatiquement l'ampleur et la complexité des projets. Jean avait été plus que compétent. C'étaient des conceptions sophistiquées, techniquement avancées pour leur temps. Au fond du tiroir du bas, Stéphane trouva un tube en carton scellé, du type utilisé pour stocker des plans roulés. Il le sortit, notant son poids. Le capuchon était scellé avec du ruban adhésif jauni qui se craquela quand il le tourna. À l'intérieur se trouvaient des plans,
mais aussi autre chose, une enveloppe en manille, non scellée. Stéphane la sortit et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient d'autres documents, contrats, échéanciers de paiement, lettres sur papier à en-tête officielle. Il les étala sur le bureau, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Projet Montaigu, lut Léo à voix haute sur un document. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de contrat gouvernemental. Stéphane parcourut les pages, attrapant des fragments, développement d'infrastructures, installations sécurisées, sites en Corrèze et dans les Pyrénées. Date allant de 1978 à 1981. Et puis, estampillé sur plusieurs pages à l'encre rouge, classifié. Sa bouche devint sèche. Papa, est-ce qu'on devrait regarder ça? Ça date de 20 ans. 40 ans, même. Quelle que soit sa classification, elle a probablement expiré. Mais les mains de Stéphane tremblaient légèrement alors qu'il continuait à lire. Une lettre datée de mars 1981 attira son attention. Elle était adressée à Jean par un certain Philippe Bernard, un nom qui apparaissait fréquemment dans les documents du projet. Le ton était désinvolte, amical, discutant même des délais et des spécifications. Mais il y avait une ligne vers la fin qui fit faire une pause à Stéphane. Le package de compensation spéciale dont nous avons discuté devrait être traité par les canaux habituels d'ici la fin du mois. Comme toujours, votre discrétion est appréciée. Compensation spéciale. Stéphane regarda de nouveau vers le salon, là où la caisse de lingots d'or se trouvait cachée entre les canapés. Nous devons continuer à chercher, dit-il doucement. Nous devons comprendre dans quoi Jean était impliqué. Léo hocha la tête, son expression sérieuse. Ils étaient venus pour vider une vieille maison. Ils avaient trouvé tout autre chose, un mystère qui remontait à des décennies, et une fortune qui pourrait avoir des contreparties. Stéphane photographia soigneusement chaque document avant de les remettre dans l'enveloppe. Puis, lui et Léo continuèrent leurs recherches, se déplaçant dans la maison avec un nouvel objectif, cherchant des réponses à des questions qu'ils n'avaient pas su poser à leur arrivée ce matin-là. Dehors, le soleil de l'après-midi filtrait à travers les pins, jetant de longues ombres sur la maison moderniste de Jean. À l'intérieur, père et fils travaillaient en silence, découvrant pièce par pièce la vie cachée d'un homme qu'ils pensaient connaître, et découvrant que les secrets de famille pouvaient rester en sommeil pendant des décennies, attendant que quelqu'un pose enfin les bonnes questions. Stéphane ne dormit pas bien cette nuit-là. Lui et Léo avaient fermé la maison au crépuscule, laissant tout tel qu'ils l'avaient trouvée, y compris l'or. Le trajet de retour s'était fait principalement en silence, tous deux perdus dans leurs pensées. Maintenant, à 2 heures du matin, Stéphane était allongé dans son lit, fixant le plafond, son esprit ressassant la découverte encore et encore. 700 000 €, peut-être plus, selon le cours actuel de l'or. De l'argent qui pourrait résoudre tous les problèmes pratiques de sa vie. De l'argent qui venait de quelque part, pour une raison quelconque, et qui était resté caché dans la maison de son grand-père pendant 2 décennies. Compensation spéciale. Qu'est-ce que cela signifiait? Il se leva, se déplaça silencieusement vers la cuisine et se fit un café, même s'il savait que cela ne ferait que rendre le sommeil plus impossible. Son téléphone était posé sur le comptoir et, après un moment d'hésitation, il ouvrit le navigateur et tapa « Projet Montaigu gouvernement français 1980 ». Rien d'utile n'apparut. Quelques références aléatoires à des recherches liées au froid, un village nommé Montaigu, rien sur une infrastructure gouvernementale classifiée. Il essaya, Philippe Bernard architecte guerre froide. Plus de résultats cette fois. Un avis de décès de 1995. Philippe Bernard, 67 ans, décédé subitement. Survivant, une sœur, aucun enfant mentionné. Ancien directeur du cabinet d'architecture, Bernard et Associés, spécialisé dans les contrats gouvernementaux. L'avis était bref, laconique, du genre qui ne révélait rien sur la personne réelle. Stéphane continua à chercher, suivant des pistes à travers de vieilles archives de journaux et des bases de données de registres publics. Le cabinet de Philippe Bernard avait été dissous en 1982, la même année où Monique avait dit que Jean avait changé. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il trouva une référence dans un journal de 1981, un petit article sur un accident de construction sur un site gouvernemental en Corrèze. 3 ouvriers tués dans l'effondrement d'un échafaudage. L'article mentionnait le nom de l'entrepreneur, Bernard et Associés. Une enquête était en cours. Stéphane lut l'article 3 fois, un sentiment glacial s'installant dans son estomac.
Quand Léo arriva dans la cuisine à 6 heures, Stéphane était toujours à table, entouré d'imprimés et de notes. « Tu as été debout toute la nuit. » Ce n'était pas une question. Impossible de dormir. Stéphane versa du café pour son fils. « Léo, je pense que j'ai trouvé quelque chose. » Ou le début de quelque chose. Il expliqua ce qu'il avait découvert, l'accident, la coïncidence des dates, la mort de Philippe Bernard 14 ans plus tard. Léo écouta, le visage sérieux. « Tu penses que l'or est lié à l'accident ? » « Je ne sais pas, mais le moment correspond à celui où Jean a changé, où Monique a dit qu'il s'est retiré de tout. » Stéphane tapota l'avis de décès. « Et ce Bernard ? » Décédé subitement. Pas de détails. Ça pourrait vouloir dire n'importe quoi, ou rien. Les gens meurent, papa. Parfois, il n'y a pas de mystère. Je sais, mais je dois découvrir. Stéphane rassembla les papiers. Je retourne à la maison aujourd'hui. Il doit y avoir plus. Plus de documents, plus d'indices, quelque chose qui explique ça. Je viens avec toi. Tu n'as pas à le faire. Je sais que tu as ce rendez-vous de kinésithérapie. Léo secoua la tête. Je le reporterai. C'est important. Ils arrivèrent à la maison de Jean à 9 heures. Le soleil du matin faisait briller les murs de verre. Stéphane se sentit différent en l'approchant cette fois, moins comme s'il visitait une relique et plus comme s'il enquêtait sur une scène de crime, bien qu'il ne puisse dire de quel crime il s'agissait. À l'intérieur, ils allèrent directement au bureau. Stéphane travailla systématiquement à travers les classeurs tandis que Léo fouillait les tiroirs du bureau. Des heures passèrent en silence concentré, rompues seulement par une observation occasionnelle. « Voici une autre référence au projet Montaigu, » dit Léo, tendant un dossier. Échéancier de paiement de 1980. On dirait que le cabinet de Papy Jean recevait des versements mensuels, mais il y a aussi ces postes distincts marqués honoraires de consultation. Stéphane prit le document. Les honoraires de consultation étaient substantiels, des dizaines de milliers d'euros, payés trimestriellement, séparément des paiements du contrat principal. Aucune explication sur ce que la consultation impliquait réellement. C'est beaucoup d'argent pour de la consultation, marmonna Stéphane. Dans un autre tiroir, il trouva une correspondance entre Jean et divers responsables gouvernementaux. Des choses banales, principalement des spécifications techniques et des discussions de calendrier. Mais une lettre, glissée dans un dossier marqué « personnel », était différente. Elle était manuscrite, datée de décembre 1981, de quelqu'un nommé Valérie Lefebvre. « Monsieur Martin, je vous écris une dernière fois. Cela fait 8 mois que mon père est décédé sur le site du projet Montaigu, et personne ne veut encore donner de réponse claire à notre famille. L'enquête a conclu à un accident, mais mon père était un homme prudent, un professionnel avec 20 ans d'expérience. Il n'aurait pas commis les erreurs qu'ils prétendent qu'il a commises. Je sais que vous étiez là. Je sais que vous avez vu ce qui s'est passé. S'il vous plaît, si vous avez la moindre conscience, dites la vérité sur ce qui a mal tourné ce jour-là. 3 familles méritent des réponses. Mon père mérite la justice. S'il vous plaît. Stéphane lut la lettre 2 fois, puis la tendit à Léo. Elle pense que Papy Jean savait quelque chose, dit Léo doucement. Elle pense que l'accident n'était pas vraiment un accident. Ou qu'il était évitable, que quelqu'un a pris des raccourcis, ignoré les protocoles de sécurité. Stéphane se sentit mal. Et elle pense que Papy Jean a couvert l'affaire. Ils continuèrent à chercher, et l'image qui se dégagea était troublante. Plus de lettres des familles, la veuve de David Dubois, le frère de Pascal Girard, tous posant les mêmes questions, tous se heurtant au même mur de silence officiel. L'enquête avait conclu à un accident. Affaire classée. Stéphane trouva une coupure de journal datant de 3 mois après l'accident. Un petit article notant que l'installation du projet Montaigu avait été achevée dans les délais malgré la tragédie. Le dernier paragraphe mentionnait que 2 entrepreneurs clés, Philippe Bernard et Jean Martin, avaient annoncé leur retraite du travail gouvernemental avec effet immédiat. Une retraite au sommet de leur carrière, juste après la mort de 3 hommes et alors que les familles posaient des questions gênantes. « Papa, regarde ça. » Léo avait ouvert un tiroir inférieur du bureau, un que Stéphane avait manqué. À l'intérieur se trouvait une petite boîte de sûreté en métal, la clé toujours dans la serrure. Stéphane l'ouvrit. À l'intérieur,
des relevés bancaires du début des années 1982. Les comptes personnels de Jean. Les dépôts correspondaient à ce que Stéphane avait vu dans les dossiers du projet. Mais à partir d'avril 1981, un mois après la lettre de Valérie Lefebvre, il y avait des dépôts supplémentaires, importants, 50 000 €, puis encore 50 000 €, puis des dépôts mensuels de 10 000 € se poursuivant pendant 2 ans. Et agrafé à un relevé, un reçu, achat de lingots d'or d'investissement, 2 kg, 999 fin. Le premier achat. Stéphane vérifia les dates sur les relevés suivants. Plus d'achats d'or tous les quelques mois, toujours 2 kg à la fois. En 3 ans, Jean avait converti des centaines de milliers d'euros en lingots d'or. Il a été payé, dit Léo, sa voix à peine un murmure. Payé pour se taire sur ce qui s'est réellement passé. Stéphane voulait argumenter, trouver une autre explication, mais les preuves étaient trop claires. La chronologie, les montants, la retraite abrupte, les lettres sans réponse des familles. Tout pointait vers la même conclusion. Son grand-père avait été impliqué dans quelque chose qui avait tué 3 hommes. Il avait été payé pour garder le silence. Et il avait dépensé cet argent du sang en or, l'avait caché comme si le toucher lui brûlait les mains. Qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Léo. Stéphane regarda son fils, vit la même clarté morale qu'il avait vue la veille. Certaines questions comptaient. Certaines vérités ne pouvaient être ignorées, aussi inconfortables soient-elles. On retrouve ses familles, dit Stéphane. On découvre ce qui s'est réellement passé. Et puis. Il marqua une pause, pensant au lingot d'or dans l'autre pièce. Point ensuite, on trouve un moyen de réparer ça. Stéphane passa la semaine suivante à faire des recherches, et ce qu'il trouva ne fit qu'épaissir le mystère. L'accident du projet Montaigu avait tué 3 ouvriers du bâtiment expérimenté, David Dubois, Pascal Girard, et le père de Valérie Lefebvre, qui s'appelait Pierre. Tous 3 travaillaient sur une infrastructure spécialisée lorsqu'un échafaudage s'était effondré. Le rapport officiel blâmait un équipement défectueux et une erreur humaine, mais les familles n'avaient jamais accepté cette conclusion. Stéphane trouva de vieux messages sur des forums en ligne de l'industrie du bâtiment, archivés depuis les débuts d'Internet. Des membres des familles posant des questions, partageant des soupçons, se demandant pourquoi l'enquête avait été bouclée si rapidement, pourquoi personne n'avait été tenu responsable, pourquoi les entrepreneurs avaient soudainement pris leur retraite. Le jeudi après-midi, Stéphane prit une décision. Il chercha Valérie Lefebvre dans les annuaires téléphoniques. Il y avait 3 entrées dans la région. Il commença à appeler. Le 2e numéro la joignit. Allô ? La voix était plus âgée, prudente. Madame Lefebvre, je m'appelle Stéphane Martin. Je suis le petit-fils de Jean Martin. Silence sur la ligne. Puis, je vois. J'ai trouvé votre lettre, celle que vous avez écrite à mon grand-père en 1981. Je vous appelle parce que je pense que vous méritez de savoir. Stéphane marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pense qu'il voulait dire la vérité. Je pense qu'on l'en a empêché. C'est censé me faire sentir mieux ? Sa voix était vive, amère. Votre grand-père savait ce qui est arrivé à mon père. Il aurait pu parler. Au lieu de cela, il a pris son argent et s'est retiré dans sa belle maison en Sologne. Je sais, et je ne peux pas l'excuser. Mais j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, et j'ai pensé que vous pourriez peut-être me dire ce dont vous vous souvenez. Une autre longue pause. Pourquoi est-ce que ça importe maintenant ? Ils sont tous morts. Mon père, votre grand-père, Philippe Bernard. Tous ceux qui connaissaient la vérité sont partis. Pas tout le monde. Vous êtes toujours là. Les autres familles sont toujours là. Et j'ai trouvé. Stéphane s'arrêta. Il n'était pas encore prêt à mentionner l'or. J'ai trouvé des documents qui suggèrent que mon grand-père a été payé pour se taire. Beaucoup d'argent. Il l'entendit reprendre son souffle brusquement. Je le savais. Nous le savions tous. Mais nous ne pouvions rien prouver. Dites-moi ce dont vous vous souvenez, s'il vous plaît. Valérie resta silencieuse un long moment. Quand elle reparla, sa voix était plus douce, usée par des années de questions sans réponse. Mon père était contremaître. 20 ans d'expérience, jamais une infraction à la sécurité. Il m'a appelé 2 jours avant l'accident, a dit que quelque chose n'allait pas sur le site.
Le béton ne prenait pas correctement. Le système d'échafaudage qu'ils utilisaient n'était pas conçu pour la charge. Il avait déposé des plaintes, mais Bernard et votre grand-père l'ont ignoré. Ils ont dit qu'ils étaient en retard sur le calendrier, au-dessus du budget, qu'ils devaient avancer. Stéphane ferma les yeux, l'imaginant. Papa a dit qu'il allait refuser de continuer s'il ne réglait pas les problèmes. C'était un mardi. Jeudi matin, l'échafaudage s'est effondré. Papa et 2 autres hommes ont fait une chute de 4 étages. Ils sont morts avant l'arrivée de l'ambulance. Je suis désolé, dit doucement Stéphane. L'enquête était une farce. Ils ont interrogé les ouvriers, mais tout le monde avait peur d'être mis sur liste noire. Le rapport officiel a blâmé mon père, a dit qu'il avait mal calculé la répartition de la charge. Mais papa n'avait rien mal calculé. C'est lui qui essayait d'arrêter le travail jusqu'à ce que ce soit sûr. Et les autres familles? David Dubois et Pascal Girard. Savez-vous s'ils croient à la version officielle? La femme de David est morte il y a 10 ans. Un cœur brisé, vraiment. Mais le frère de Pascal, il est toujours là. Stéphane Girard. Il vit à Lyon maintenant, travaille comme inspecteur de sécurité, si vous pouvez le croire. La mort de Pascal a changé toute sa vie. Stéphane nota le nom. Avez-vous déjà eu des nouvelles de mon grand-père après cette lettre que vous avez écrite? Non, rien. J'ai écrit 3 fois, je n'ai jamais eu de réponse. Elle marqua une pause. Qu'avez-vous trouvé exactement, monsieur Martin? Stéphane choisit ses mots avec soin. La preuve que mon grand-père a reçu des paiements substantiels après l'accident. Des paiements qui ne faisaient pas partie de son contrat normal. Et la preuve que cela lui a pesé pour le reste de sa vie. Bien. J'espère que ça l'a empêché de dormir la nuit. Je pense que oui. Stéphane pensa à la maison figée dans le temps, à Jean y vivant seul pendant des décennies. Madame Lefebvre, s'il y avait un moyen de reconnaître ce qui s'est passé, de faire une sorte d'amende honorable, est-ce que cela compterait pour vous? Une amende honorable? Comment faire amende honorable pour la mort de mon père? Je ne sais pas. Mais mon grand-père a laissé quelque chose derrière lui, et je pense qu'il voulait que ce soit utilisé pour réparer les choses. Je suis encore en train de comprendre ce que cela signifie, mais je veux essayer. Valérie resta silencieuse un long moment. Mon père était un homme bon. Il méritait mieux que d'être blâmé pour sa propre mort. Si vous pouviez laver son nom d'une manière ou d'une autre. Si vous pouviez dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé, cela compterait. Cela compterait plus que tout. Après avoir raccroché, Stéphane resta assis à regarder ses notes. Léo entra, vit le visage de son père. Conversation difficile? Conversation nécessaire. Stéphane expliqua ce que Valérie lui avait dit. Jean savait que ces hommes sont morts à cause de décisions que lui et Bernard ont prises. Il savait que c'était de leur faute. Et il est resté silencieux pour de l'argent. Pour de l'argent. Et peut-être pour sa réputation, sa carrière. Ou peut-être qu'il a été menacé. Nous ne savons pas encore cette partie. Stéphane se frotta le visage. Mais il a gardé cet argent, Aaron. L'a converti en or et l'a caché comme s'il ne pouvait pas supporter de le dépenser. Parce que le dépenser aurait signifié l'accepter, dit Léo pensivement. Le garder sous forme d'or signifiait que ce n'était pas encore réel. Pas vraiment à lui. Stéphane regarda son fils avec une nouvelle appréciation. C'est exactement ça. Alors, maintenant quoi? Maintenant, j'appelle Stéphane Girard et je continue à chercher des réponses. Et je trouve comment utiliser cet or de la manière dont Jean aurait dû l'utiliser il y a 30 ans. Stéphane se leva, la détermination s'installant en lui. Ces familles n'ont jamais eu justice. Peut-être qu'elles peuvent au moins obtenir une reconnaissance. Peut-être qu'elles peuvent savoir que leurs proches ne sont pas morts à cause de leurs propres erreurs. Et l'argent? Stéphane y réfléchit. Je ne sais pas encore. Mais je sais qu'il ne m'appartient pas de le garder. Stéphane Girard répondit à la 3e sonnerie. Sa voix était bourrue, burinée par des années de soleil et de vent. Monsieur Girard, je m'appelle Stéphane Martin. Je suis le petit-fils de Jean Martin. Une inspiration brusque. Que voulez-vous? Je veux savoir sur mon grand-père.
Sur ce qui s'est passé au projet Montaigu en 1981. Je sais que votre frère Pascal y est mort. Et je pense que mon grand-père en savait plus qu'il n'en a jamais dit. Vous pensez? Le rire de Stéphane Girard était dur. Votre grand-père et Bernard savaient exactement ce qui s'est passé. Ils ont pris des raccourcis, ont pressé les délais, ont ignoré les avertissements de sécurité. Mon frère a payé de sa vie. J'essaie de comprendre. Comprenez ceci, Pascal avait 32 ans, une femme, 2 enfants. Il faisait des doubles journées pour devenir contremaître, essayant de subvenir aux besoins de sa famille. La veille de sa mort, il m'a dit que le site n'était pas sûr. Il a dit que le système d'échafaudage n'était pas adapté au travail, qu'il le surchargeait. La main de Stéphane se crispa sur le téléphone. L'a-t-il signalé à Pierre Lefebvre, le contremaître? Pierre est allé voir la direction. On l'a ignoré. Puis Pierre, Pascal et David Dubois sont tous morts le lendemain quand cet échafaudage s'est effondré comme un château de cartes. La voix de Stéphane Girard se brisa. 3 hommes bons, morts parce que quelqu'un voulait économiser de l'argent et respecter un délai. L'enquête. L'enquête a été achetée et payée. Je le sais. Vous le savez. Tous ceux qui étaient là le savaient. Mais personne ne pouvait le prouver. Les ouvriers avaient trop peur de parler. Les documents ont disparu. Et votre grand-père et Bernard ont pris leur retraite en hommes riches pendant que nous enterrions nos morts. Stéphane ferma les yeux. Je suis désolé. Désolé et ne le ramènera pas. Désolé et n'aide pas ces enfants qui ont grandi sans père. Stéphane Girard marqua une pause. Pourquoi appelez-vous maintenant? Jean est mort depuis des années. Parce que j'ai trouvé quelque chose. La preuve qu'il a été payé pour se taire. Et je pense qu'il l'a regretté. Je pense qu'il voulait réparer les choses, mais ne savait pas comment. Trop peu, trop tard. Je sais. Mais je veux essayer de finir ce qu'il aurait dû faire. Stéphane Girard resta silencieux un long moment. Quel genre de preuves? Stéphane expliqua les relevés bancaires, les paiements, les achats d'or. Pendant qu'il parlait, il pouvait entendre la respiration de Stéphane Girard changer. Combien? Demanda finalement Stéphane Girard. Près de 3/4 de million d'euros en valeur actuelle, peut-être plus. Un long et lourd silence. Puis Stéphane Girard dit, l'argent du sang. Oui. Que allez-vous en faire? Je ne sais pas encore. Mais je sais qu'il ne m'appartient pas. Il n'a jamais appartenu à Jean. Pas vraiment. Il ne faisait que le garder. Pourquoi? Sa conscience? La voix de Stéphane Girard était amère. Est-ce que ça l'a aidé à dormir la nuit? Je ne pense pas qu'il dormait beaucoup. La maison. C'est comme s'il avait cessé de vivre après 1981. Il a juste existé là, seul, entouré de sa culpabilité. Bien. Mais la voix de Stéphane Girard avait perdu un peu de son tranchant. Écoutez, monsieur Martin, j'apprécie l'appel. Vraiment. Mais en parler ne change rien. Mon frère est toujours mort. Ses enfants ont toujours grandi sans lui. Et cet argent, quel que soit son montant, ne le ramènera pas. Non. Mais peut-être que cela pourrait aider sa famille. Aider toutes les familles. Sa femme s'est remariée, a tourné la page. Ses enfants sont grands maintenant, ont leur propre vie. Ils n'ont pas besoin de la charité de l'homme qui a fait tuer leur père. Et si ce n'était pas de la charité? Et si c'était une restitution? Et si cela venait avec la vérité sur ce qui s'est réellement passé? Stéphane Girard se tut. Stéphane pouvait l'entendre respirer, réfléchir. La vérité, dit finalement Stéphane Girard. C'est ce que nous voulions à l'époque. C'est ce que l'enquête aurait dû nous donner. Au lieu de cela, ils ont blâmé les victimes et ont classé l'affaire. Si je pouvais trouver un moyen de dire cette vérité, de documenter ce qui s'est réellement passé, de laver le nom de votre frère, celui de Pierre et celui de David. Est-ce que cela compterait? Vous ne pouvez pas annuler le dossier officiel. Ce rapport est classé quelque part, les blâmant pour leur propre mort. Mais je pourrais raconter la vraie histoire. J'ai des documents, des relevés bancaires, la preuve du pot de vin.
Je pourrais montrer que des préoccupations de sécurité ont été soulevées et ignorées. Que Jean et Bernard connaissaient les risques et ont quand même continué. Dans quel but? La vérité. Pour elles-mêmes. Et pour que leur famille sache que leurs proches n'étaient pas en faute. Stéphane Girard resta silencieux si longtemps que Stéphane pensa qu'il avait raccroché. La veuve de David Dubois est décédée, mais il avait une sœur. Elle vit toujours dans le sud. Et la fille de Pierre Lefebvre, vous l'avez probablement déjà trouvée. J'ai parlé avec Valérie hier. Alors vous savez à quel point cela signifierait pour elle. Elle a passé des années à essayer de laver le nom de son père. Stéphane Girard soupira, et le son était lourd d'une vieille douleur. Écoutez, je suis devenu inspecteur de sécurité à cause de ce qui est arrivé à Pascal. J'ai passé toute ma carrière à m'assurer que d'autres travailleurs ne meurent pas d'accidents évitables. Si vous pouvez faire quelque chose, n'importe quoi, pour reconnaître que Pascal, Pierre et David sont morts à cause de la cupidité de quelqu'un d'autre, et non de leurs propres erreurs. Oui, cela compterait. Après avoir raccroché, Stéphane resta assis avec ses notes, le poids de 3 vies pesant sur lui. 3 hommes avec des familles, des avenirs, des enfants qui avaient grandi sans père. Tout cela parce que les calendriers comptaient plus que la sécurité. Tout cela parce que parler aurait coûté à Jean sa carrière et sa réputation. Et Jean avait pris l'argent et l'avait converti en or, comme si en ne le dépensant pas, il pouvait prétendre que ce n'était pas réel, comme si le cacher pouvait faire moins mal à sa culpabilité. Mais la culpabilité ne fonctionnait pas comme ça. Stéphane le comprenait maintenant. Jean avait vécu avec pendant 20 ans après l'accident, encore 15 après la mort suspecte de Philippe Bernard. Il avait vécu seul dans sa maison de verre, entouré du poids de ce qu'il avait fait et de la fortune qu'on lui avait payée pour se taire. Maintenant, Stéphane avait hérité des deux. La fortune et le fardeau. Stéphane retourna à la maison lundi, seul cette fois. Léo avait un rendez-vous médical, et de toute façon, Stéphane avait besoin d'espace pour réfléchir. Il avait évité la cave. Elle était sombre, humide, le genre d'endroit qui semblait oublié. Mais quelque chose que Stéphane Girard avait dit le taraudait. Les documents ont disparu. Si des documents avaient disparu de l'enquête officielle, peut-être que Jean avait gardé des copies. Peut-être qu'il y avait plus de preuves cachées dans la maison. Les escaliers de la cave grincèrent sous son poids. Il actionna l'interrupteur et une seule ampoule vacilla, projetant des ombres dures sur les murs en béton et les solives apparentes du plafond. Des boîtes étaient empilées le long d'un mur, étiquetées de l'écriture précise de Jean, déclaration fiscale 1975 à 1980, dossier de projet, correspondance personnelle. Stéphane commença par les dossiers de projet, passant méthodiquement en revue chaque boîte. La plupart contenaient des documents de construction banals, plans, commandes de matériaux, rapports d'inspection. Rien sur le projet Montaigu. Puis il remarqua quelque chose d'étrange. Les boîtes étaient étiquetées chronologiquement, mais il y avait une lacune. Des dossiers de 1978 à 1979, puis rien jusqu'en 1983. Les années du projet Montaigu et de ses suites manquaient. Stéphane regarda plus attentivement la cave. Dans le coin le plus éloigné, derrière un vieux chauffe-eau, il vit ce qui ressemblait à un panneau dans le mur. Il s'approcha, passant ses doigts le long du bord. Il n'était pas au même niveau que le béton environnant. Il poussa et le panneau se déplaça. Derrière se trouvait un espace peu profond, d'environ 15 cm de profondeur, creusé dans le mur de fondation. Et dans cet espace se trouvait une caisse en bois, plus petite que celle contenant l'or, mais de style similaire. Le cœur de Stéphane battait la chamade alors qu'il la sortait. La caisse était plus légère, mais quand il l'ouvrit, il eut le souffle coupé. Des cassettes audio. Des dizaines d'entre elles, chacune étiquetée avec des dates de 1981 et 1982. Sous les cassettes se trouvaient des dossiers, d'épaisses chemises en manille remplies de documents. Stéphane sortit le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de rapports de sécurité, chacun marqué à l'encre rouge, attention requise, et action immédiate nécessaire. Les rapports détaillaient des problèmes structurels, un échafaudage inapproprié, un béton ne répondant pas aux spécifications. Chaque rapport était signé par Pierre Lefebvre et soumis à la direction du projet. Et chacun avait été estampillé, examiné, et rejeté, de l'écriture de Jean. Les mains de Stéphane tremblaient alors qu'il parcourait les pages. Pierre avait tout documenté.
Il avait soulevé chaque préoccupation, suivi chaque protocole, tout fait correctement. Et Jean et Bernard l'avaient ignoré à chaque fois, citant des contraintes budgétaires et des pressions de calendrier. Le dernier rapport était daté de 2 jours avant l'accident. L'écriture de Pierre était urgente, presque désespérée. Défaillance de sécurité critique imminente. Système d'échafaudage inadapté à la charge actuelle. Les piliers en béton montrent des fissures de contrainte. Recommande un arrêt de travail immédiat en attente d'un examen structurel. La réponse de Jean, écrite dans la marge, calendrier non négociable. Procédé comme prévu. Stéphane se sentit mal. Il prit l'une des cassettes. L'étiquette indiquait, 15 mars 1981, réunion de chantier. 3 jours avant l'accident. Stéphane chercha dans la cave jusqu'à ce qu'il trouve un vieux lecteur de cassettes sur une étagère. Il le brancha, inséra la cassette et appuya sur play. La qualité sonore était médiocre, grésillante, mais les voix étaient assez claires. La voix de Jean, plus jeune, mais reconnaissable. « Messieurs, nous avons 3 semaines de retard et 40 000 € de dépassement de budget. Nous devons accélérer. » Une autre voix, plus dure. « C'est Bernard, » pensa Stéphane. Puis la voix de Pierre Lefebvre, calme mais ferme. « Monsieur Martin, Monsieur Bernard, j'ai soumis 3 rapports rien que cette semaine. Le système d'échafaudage n'est pas sûr. Nous avons des fissures de contraintes dans les colonnes de support. Si nous ajoutons plus de charges. » Bernard le coupa. Les spécifications techniques disent que c'est bon. Les spécifications techniques sont fausses. Je vous le dis, avec 20 ans d'expérience, cette installation ne tiendra pas. La voix de Jean. Pierre, nous apprécions vos préoccupations, mais nous avons fait vérifier les calculs. Le système est adéquat. Il ne l'est pas. Et si quelque chose arrive? Il n'arrivera rien, Bernard, à nouveau, dédaigneux. Vous êtes trop prudent. 3 hommes travaillent sur cet échafaudage tous les jours. Leur vie en dépendent. Une pause. Puis la voix de Jean, plus basse, presque mal à l'aise. Nous avons noté vos préoccupations dans le dossier, mais le calendrier est maintenu. Nous procédons demain comme prévu. La bande continua, plus d'arguments. Pierre insistant. Jean et Bernard restant fermes. Finalement, la voix de Pierre, résignée. Je veux qu'il soit noté que j'ai recommandé un arrêt de travail. Quand quelque chose tournera mal, et ça tournera mal, je veux qu'il soit consigné que j'ai essayé de l'empêcher. Notez, dit Jean. La bande se termina. Stéphane resta assis dans la cave silencieuse, la compréhension l'envahissant par vagues froides. Jean n'avait pas seulement accepté un pot de vin après l'accident. Il savait à l'avance. Il avait été averti explicitement par un homme avec 20 ans d'expérience, et il avait ignoré ses avertissements à cause du calendrier et du budget. Et puis, quand ces 3 hommes sont morts exactement comme Pierre l'avait prédit, Jean avait pris de l'argent pour se taire sur sa propre culpabilité. Stéphane écouta d'autres bandes. L'une enregistrait les suites immédiates de l'accident, chaos, sirène, la voix de Bernard disant « Tenez-vous en haut plan ». Blâmer une défaillance de l'équipement. Une autre bande, datée de 2 semaines plus tard, capturait une conversation privée entre Jean et Bernard. Les familles posent des questions. La voix de Jean, tendue. Laissez-les poser des questions. Le rapport officiel réglera le problème. Nous savions, Philippe. Pierre nous a prévenus. Nous l'avons par écrit. Nous n'avons rien. Ces rapports ont disparu. Tu te souviens? Pour autant que l'on sache, Pierre n'a jamais soulevé de préoccupation. C'était un accident malheureux causé par une défaillance de l'équipement et une erreur humaine. Son erreur, tu veux dire? Tu vas blâmer Pierre pour sa propre mort? Je vais nous protéger tous les deux. Et tu vas accepter les honoraires de consultation dont nous avons discuté et te taire. Sauf si tu veux que ta carrière soit détruite et que tu fasses face à d'éventuelles accusations criminelles. Un long silence. Puis Jean, sa voix brisée. Combien? Assez pour que l'oubli en vaille la peine. Stéphane éteignit le lecteur de cassette. Son grand-père n'était pas seulement resté silencieux. Il avait été complice depuis le début. Le pot de vin n'était pas seulement de l'argent pour se taire. C'était une compensation pour avoir participé à une dissimulation,
pour avoir permis que des hommes morts soient blâmés pour leurs propres décès évitables. Mais Jean avait gardé les preuves. Toutes. Les bandes, les rapports, la documentation de sa propre culpabilité. Il l'avait cachée, mais n'avait pas pu la détruire. Parce qu'une partie de lui, réalisa Stéphane, avait voulu que la vérité éclate un jour. Avait voulu que quelqu'un, un jour, sache ce qui s'était réellement passé. Stéphane rassembla soigneusement les dossiers et les bandes. Cela changeait tout. Il ne s'agissait pas seulement de rendre l'argent du sang aux familles des victimes. Il s'agissait de révéler la vérité, de rendre à ces trois hommes leur réputation, de montrer à leur famille qu'elles avaient eu raison depuis le début. Stéphane étala les documents sur sa table de cuisine. Léo était assis en face de lui, écoutant les bandes avec un casque, son expression s'assombrissant à chaque enregistrement. « Papa » dit finalement Léo en retirant le casque. « C'est la preuve d'un crime. C'était il y a 40 ans. Le délai de prescription est passé. Mais ça prouve que Pierre et les autres n'étaient pas en faute. Ça prouve qu'ils ont été tués par négligence. Non, pas par négligence. Par des décisions délibérées prises par des gens qui savaient. » Stéphane hocha lentement la tête. La question est de savoir quoi en faire. Tu rends ça public. Tu publies ces bandes, ces documents. Tu laves leur nom et tu détruis complètement la réputation de Papy Jean. Tu rends notre nom de famille synonyme de cupidité d'entreprise et de dissimulation. Léo croisa le regard de son père. Est-ce que ça compte plus que la vérité? Stéphane regarda son fils, 28 ans, naviguant dans la vie avec des défis qui en auraient brisé plus d'un, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la personne la plus moralement claire que Stéphane ait jamais connue. Non, dit doucement Stéphane. Ça ne compte pas. Mais ce n'était pas si simple, et Stéphane le savait. Rendre public signifiait l'exposition. Cela signifiait des journalistes, des questions, un examen minutieux. Cela signifiait que l'or serait découvert. Et alors il y aurait des questions juridiques sur l'héritage, les impôts, si Stéphane y avait le moindre droit. Cela signifiait déterrer une tragédie vieille de 40 ans et rouvrir des blessures qui s'étaient cicatrisées, sinon guéries. Je dois parler à quelqu'un, dit Stéphane. Quelqu'un qui peut me conseiller sur la façon de faire ça correctement. Le lendemain matin, Stéphane était assis dans le bureau de maître Nicolas Dubois. L'avocat de la succession était dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture perpétuellement perchées sur son nez. Il s'occupait de la succession de Jean depuis des années, naviguant dans le processus complexe de la procédure. Stéphane, content de vous voir. Comment se passe le nettoyage de la maison? C'est compliqué. Stéphane posa sa mallette sur le bureau. Maître, j'ai besoin de conseils juridiques. Pas en tant qu'avocat de la succession de mon grand-père, mais en tant que mon avocat personnel. Pouvons-nous avoir ce genre de conversation? L'expression de maître Dubois changea, devint plus prudente. De quel genre de situation parlons-nous? Du genre où j'ai trouvé la preuve d'un crime que mon grand-père a commis il y a 40 ans, ainsi que la preuve qu'il a été payé des sommes substantielles pour se taire à ce sujet. Et j'ai besoin de savoir comment gérer cela sans détruire ma vie ou l'avenir de mon fils. Maître Dubois resta silencieux un long moment. Je pense que vous feriez mieux de tout me dire. Stéphane le fit. Il explique alors, les documents, les bandes, les 3 ouvriers morts et les familles qui n'avaient jamais eu de réponse. Il expliqua la chronologie, les pots de vin, le rôle de Philippe Bernard. Il n'omit rien. Quand Stéphane eut terminé, maître Dubois se renversa dans son fauteuil, enlevant ses lunettes et se frottant les yeux. C'est une sacrée situation. Je sais. L'or est légalement à vous. C'était la propriété de votre grand-père, achetée légalement, faisant partie de sa succession. La manière dont il a acquis l'argent pour l'acheter est moralement problématique, mais pas juridiquement pertinente à ce stade. Donc, je peux le garder. Légalement. Oui. Devrais-je? Maître Dubois remit ses lunettes, étudiant Stéphane. C'est une question entièrement différente. Les familles méritent quelque chose. Une reconnaissance de ce qui s'est passé, de ce qui leur a été enlevé. D'accord. Mais vous devez être prudent dans votre approche. Si vous rendez publiques des accusations de dissimulation, même avec des preuves,
vous pourriez faire face à des poursuites en diffamation de la part de la succession de Bernard ou d'autres personnes impliquées. Le délai de prescription vous protège des accusations criminelles, mais la responsabilité civile est différente. Stéphane n'y avait pas pensé. Alors, qu'est-ce que je fais? Maître Dubois réfléchit un moment. Vous pourriez créer une fiducie. Des distributions anonymes aux familles, structurées comme, disons, des dons commémoratifs ou des dons de charité. Pas d'explication, pas d'accusation. Juste un soutien financier. Ça ressemble à une autre dissimulation. Comme si je les payais pour se taire, tout comme Jean a été payé. Alors vous leur dites la vérité en privé. Vous contactez chaque famille, partagez les preuves, les laissez décider quoi en faire. Vous leur donnez le pouvoir que Jean leur a enlevé. Stéphane y réfléchit. Et lors? Le convertir en espèces, établir la fiducie, distribuer les fonds. Je peux vous aider à structurer cela correctement, à gérer les formalités juridiques. Cela prendra du temps. Liquider autant d'or discrètement n'est pas simple, mais c'est faisable. Combien de temps? Quelques mois. Si nous sommes prudents. Nous devrons travailler avec des marchands réputés, fournir la documentation de la propriété légitime. Les implications fiscales seront importantes, mais gérables. Stéphane pensa aux factures médicales de Léo, à sa camionnette mourante, au loyer toujours à payer. Quelques mois à savoir que l'argent existait mais à ne pas pouvoir y toucher. Quelques mois à choisir le droit difficile plutôt que le tort facile. Faites-le, dit Stéphane. Mettez en place la fiducie. Je veux des distributions égales aux 3 familles. La fille de Pierre Lefebvre, Valérie, le frère de Pascal Girard, Stéphane Girard et la sœur de David Dubois. Pouvez-vous trouver la sœur de David? Je devrais faire quelques recherches. Mais oui, si elle est encore en vie, je peux la trouver. Et je veux rencontrer chacun d'eux, s'ils sont d'accord. Je veux leur donner les preuves. Leur faire savoir ce qui s'est réellement passé. Ils méritent la vérité de la part de quelqu'un de ma famille, même si elle arrive 40 ans trop tard. Maître Dubois prit des notes. Cela va prendre du temps, Stéphane. Et ce sera émotionnellement difficile. Êtes-vous prêt pour ça? Stéphane pensa à Jean, vivant seul dans cette maison de verre pendant 20 ans avec le poids de 3 morts et une fortune en argent du sang. Il pensa aux lettres sans réponse de Valérie Lefebvre, à Stéphane Girard devenant inspecteur de sécurité parce que son frère était mort de manière évitable, aux enfants qui avaient grandi sans père parce que le budget et le calendrier comptaient plus que des vies. Je suis prêt, dit Stéphane. Mon grand-père a fui cela pendant 40 ans. Je ne vais plus fuir. En quittant le bureau de Maître Dubois, son téléphone sonna. C'était Sandrine, son ex-femme. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. Stéphane, c'est à propos des frais médicaux de Léo. L'assurance a rejeté l'appel. Nous avons encore 12 000 € de facture. Stéphane ferma les yeux, sentant le poids de la nouvelle. 12 000 €, une fraction de ce qui reposait en lingots d'or dans la maison de Jean. De l'argent qu'il pourrait accéder maintenant, s'il le voulait. S'il gardait un lingot, un seul, personne ne le saurait. Je m'en occupe, dit Stéphane. Comment, Stéphane? Nous sommes déjà en retard. J'ai dit que je m'en occuperai. Sa voix était plus ferme qu'il ne se sentait. Donne-moi 2 semaines. Il raccrocha et resta assis dans sa camionnette, les mains sur le volant. 2 semaines pour trouver comment couvrir les factures de Léo sans toucher à l'or. 2 semaines pour se prouver qu'il pensait ce qu'il avait dit à Maître Dubois. Certains héritages étaient des malédictions. Mais peut-être, juste peut-être, étaient-ils aussi des opportunités d'être meilleurs que les personnes qui les avaient laissés derrière. Stéphane vendit sa camionnette le mercredi. Ce ne fut pas une décision facile. La camionnette avait 20 ans, avait besoin de réparation de transmission, mais c'était la sienne. Il l'avait achetée quand Léo avait 10 ans, à l'époque où il était encore marié et où le travail était stable. Elle avait transporté du bois et des outils sur des centaines de chantiers. Elle avait la bosse sur la porte passager depuis que Léo l'avait accidentellement fermée sur une pelle, et la tache de café sur la console centrale qui n'était jamais vraiment partie. Mais elle valait 8 000 € pour un concessionnaire local qui avait besoin de véhicules de travail. Combiné à ce que Stéphane avait en économie, c'était assez pour couvrir les factures médicales de Léo et gagner un peu de temps.
Il rentra à la maison en bus, transportant ses affaires personnelles de la camionnette dans une boîte en carton. Léo l'accueillit à la porte, jeta un coup d'œil à son père et comprit. « Tu l'as vendu. » Il le fallait. Stéphane posa la boîte. « Tes factures médicales passaient en premier. »« Papa, tu as besoin de cette camionnette pour le travail. J'en louerai une quand j'en aurai besoin, ou j'en emprunterai une. » Ce n'est pas grave. Mais ce n'était pas vrai, et ils le savaient tous les deux. Sans sa propre camionnette, les options de travail déjà limitées de Stéphane devenaient encore plus restreintes. Mais en regardant le visage de Léo, la culpabilité et la gratitude mêlées, Stéphane sut qu'il avait fait le bon choix. « Je pourrais trouver un travail, » dit Léo doucement. « J'ai cherché. » Et, Stéphane posa une main sur l'épaule de son fils. « Toi, concentre-toi sur ta thérapie, sur le fait de devenir plus fort. La situation du travail s'arrangera. » Cette nuit-là, Stéphane retourna à la maison de Jean. Il devait tout documenter correctement pour mettre du bois. Il devait photographier les lingots d'or individuellement, enregistrer les numéros de série, préparer la documentation pour la liquidation. La maison semblait différente maintenant, moins comme une capsule temporelle et plus comme un confessionnal. Partout où Stéphane regardait, il voyait la preuve de la culpabilité de Jean, le mobilier clairsemé, le manque de chaleur personnelle, la façon dont l'endroit ressemblait plus à une cellule qu'à une maison. Dans la chambre, Stéphane trouva quelque chose qu'il avait manqué auparavant. La table de chevet de Jean avait un tiroir verrouillé. Stéphane essaya diverses clés de la maison jusqu'à ce que l'une d'elles fonctionne. À l'intérieur se trouvait un journal, relié en cuir, ses pages remplies de l'écriture de Jean. Stéphane s'assit sur le lit et commença à lire. Les premières entrées étaient banales, notes sur des projets, croquis, observations sur l'architecture et le design. Mais après mars 1981, le ton changea complètement. 18 mars 1981. 3 hommes sont morts aujourd'hui. Pierre avait raison. Je savais qu'il avait raison. Et je l'ai ignoré. Philippe et moi avons continué parce que les pénalités contractuelles pour retard étaient trop élevées. Parce que nos réputations étaient en jeu. Parce que nous pensions savoir mieux. Nous ne savions pas. Maintenant, une enquête officielle est en cours. Philippe insiste pour que nous détruisions les rapports de sécurité de Pierre. Prétend qu'il n'a jamais déposé de plainte en bonne et due forme. Je devrais refuser. Je devrais dire la vérité. Que Dieu me vienne en aide, je ne le fais pas. 2 avril 1981. J'ai rencontré les familles aujourd'hui. J'ai vu la fille de Pierre, Valérie. Elle a ses yeux. Elle m'a demandé si son père avait fait une erreur, s'il avait été négligent. Je lui ai dit que l'enquête déterminerait ce qui s'est passé. Je lui ai menti en la regardant dans les yeux de son père. Les entrées continuaient, chroniquant la descente de Jean dans la culpabilité et le dégoût de soi. Le premier pot de vin arriva en mai, et Jean écrivit « Philippe a arrangé une compensation pour nos services de consultation et notre discrétion. 50 000 € déposés aujourd'hui. J'ai fixé le relevé bancaire pendant 1 heure. C'est le prix de 3 vies, apparemment. Le prix de mon silence. Je ne peux pas le dépenser. Je ne peux pas y toucher. Je l'ai converti en or à la place. Si je ne l'utilise pas, peut-être que je peux prétendre que ce n'est pas réel. » Entrée après entrée, il documenta l'accumulation d'or, chaque achat accompagné d'expressions de culpabilité et d'autorécrimination. Jean avait été tourmenté par ce qu'il avait fait. Pourtant, il n'avait jamais trouvé le courage de réparer les choses. Une entrée datée de 1995 attira l'attention de Stéphane. « Philippe est mort hier. Crise cardiaque, disent-ils. Mais je me demande. Il buvait beaucoup. Il était paranoïaque ces dernières années. Il pensait que quelqu'un enquêtait sur les anciens projets. Peut-être que la culpabilité l'a tué. De la même manière qu'elle me tue lentement depuis 15 ans. Maintenant, je suis le seul qui reste à connaître toute la vérité. Le poids est insupportable. » Les dernières entrées, peu avant la mort de Jean, étaient les plus déchirantes. « J'ai 83 ans et j'ai passé 20 ans dans cette maison à essayer d'expier quelque chose qui ne peut être expié. J'ai gardé les preuves, pensant qu'un jour j'aurais le courage de les publier. Je ne l'ai jamais fait. Je suis un lâche, en fin de compte.
Peut-être que celui qui héritera de cet endroit sera plus courageux que moi. Peut-être qu'il fera ce que j'aurais dû faire il y a 40 ans. Je ne peux qu'espérer. Stéphane ferma le journal, les mains tremblantes. Jean avait voulu que quelqu'un trouve ça. Il avait voulu que la vérité éclate, que les familles sachent, que sa culpabilité ait enfin un sens. Je le ferai, murmura Stéphane à la pièce vide. Je ferai ce que tu n'as pas pu faire. Il passa le reste de la soirée à tout photographier, les lingots d'or, les documents, les pages du journal. Il fit des copies des cassettes audio, les numérisant sur son ordinateur portable. Il organisa tout méthodiquement, constituant un dossier complet de ce qui s'était passé et de ce que Jean avait laissé derrière lui. Vers minuit, son téléphone sonna. C'était Maître Dubois. « Stéphane, j'ai trouvé la sœur de David Dubois. Elle s'appelle Marie Dubois. Elle a 74 ans, vit à Nice. Je lui ai parlé brièvement. Je lui ai dit que vous vouliez discuter de quelque chose en rapport avec la mort de son frère. Elle est prête à vous rencontrer. C'est une bonne nouvelle. Merci. Il y a autre chose. J'ai fait des recherches sur les aspects juridiques. Si vous allez de l'avant avec ça, en publiant les preuves, en disant tout aux familles, vous devriez vous préparer à l'attention des médias. Ce genre d'histoire, une dissimulation vieille de 40 ans révélée par le petit-fils de l'auteur, ça pourrait être repris au niveau national. Stéphane n'y avait pas pensé. Est-ce que ça change quelque chose? Ça pourrait, pour vous, pour Léo. Les gens voudront savoir pourquoi vous faites ça. Si vous en profitez. Il y aura un examen minutieux. Laissez-les examiner. Je fais ce qui est juste. C'est tout ce qui compte. Maître Dubois resta silencieux un moment. Vous êtes un homme bon, Stéphane. Meilleur que votre grand-père. Je n'en sais rien. J'essaie juste de ne pas faire les mêmes erreurs. Après avoir raccroché, Stéphane traversa la maison une dernière fois. Il s'arrêta devant une photographie sur le bureau de Jean. Un jeune Jean, peut-être 30 ans, se tenant fièrement devant un bâtiment qu'il avait conçu. Toute sa carrière devant lui, sa réputation intacte, sa conscience claire. Comment cet homme était-il devenu la figure brisée qui avait vécu ici dans l'isolement pendant 2 décennies? Un choix, réalisa Stéphane. Une décision de privilégier le calendrier et le budget plutôt que la sécurité. Un moment où il avait choisi la réputation plutôt que la vérité. C'est tout ce qu'il avait fallu. Stéphane ne ferait pas ce choix. Quoi que cela lui coûte, quel que soit l'examen que cela suscite, il dirait la vérité. Le processus de conversion de l'or en espèces prit 6 semaines. Maître Dubois mit Stéphane en contact avec un marchand de métaux précieux réputé à Paris, spécialisé dans les liquidations de succession. Le marchand posa un minimum de questions, accepta les reçus d'achat de la boîte de Jean comme preuve de provenance, et géra tout discrètement. La première vente rapporta 450 000 € après frais et taxes. Stéphane regarda l'argent être transféré sur le compte de la fiducie nouvellement créée et ne ressentit que du soulagement. Ce n'était plus son fardeau à porter seul. Maître Dubois avait structuré la fiducie avec soin, la fiducie mémorielle Jean Martin, établie au profit des familles touchées par les tragédies de l'industrie de la construction. C'était assez vague pour éviter des accusations spécifiques, tout en étant assez clair dans son objectif. 3 distributions égales, chacune de 500 000 €, iraient à Valérie Lefebvre, Stéphane Girard et Marie Dubois. Mais avant que l'argent ne soit versé, Stéphane devait rencontrer chacun d'eux. Il devait leur donner les preuves, leur faire savoir ce qui s'était réellement passé, et leur permettre de décider quoi faire de la vérité. Valérie accepta de le rencontrer en premier. Stéphane se rendit à Aix-en-Provence un samedi matin, la boîte de documents et d'enregistrement numérisée sur le siège à côté de lui. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille de la ville. Elle avait maintenant 68 ans, les cheveux gris et dignes, avec le regard constant de son père. Elle serra fermement la main de Stéphane et s'assit en face de lui, attendant. « Madame Lefebvre, je veux commencer par dire que mon grand-père a eu tort. Il savait que votre père avait raison concernant les problèmes de sécurité et il l'a ignoré. Et puis, après la mort de votre père, il a aidé à couvrir l'affaire. » La mâchoire de Valérie se serra, mais elle hocha la tête. « Continuez. » Stéphane ouvrit la boîte et sortit les copies des documents. « Ce sont les rapports de sécurité que votre père a déposés.
Chaque préoccupation documentée, chaque avertissement enregistré. Mon grand-père a rejeté chacun d'eux. Il regarda ses mains trembler alors qu'elle lisait les rapports, vit des larmes se former dans ses yeux alors qu'elle reconnaissait l'écriture de son père, ses avertissements urgents, sa rigueur professionnelle. Il a essayé, murmura-t-elle. Il a essayé d'arrêter ça. Il a tout fait correctement. Et il a été ignoré par des hommes qui se souciaient plus des délais que des vies. Stéphane sortit les transcriptions des cassettes. Ce sont des enregistrements de réunions avant l'accident. Vous pouvez entendre votre père argumenter pour la sécurité, pour faire les choses correctement. Vous pouvez entendre mon grand-père refuser. Valérie lut les transcriptions en silence. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers Stéphane, les yeux pleins de 40 ans de justification et de chagrin. Je le savais. Nous le savions tous. Mais nous ne pouvions pas le prouver. Le rapport officiel l'a blâmé, a dit qu'il avait mal calculé, commis des erreurs. Ça a détruit sa réputation. Les gens pensaient qu'il était négligent, incompétent. Elle porta la main à sa bouche. Merci pour ça. Merci de prouver que nous n'étions pas fous. Que nous n'étions pas juste des familles en deuil cherchant quelqu'un à blâmer. Il y a autre chose. Stéphane explique alors, les pots de vin, la fiducie. Mon grand-père a converti sa culpabilité en lingots d'or et les a cachés. Il ne pouvait pas les dépenser, ne pouvait pas les rendre, ne pouvait pas se résoudre à faire ce qui était juste. Alors, je le fais pour lui. La fiducie distribuera 500 000 € à vous, aux frères de Pascal Girard et à la sœur de David Dubois. Valérie le dévisagea. C'est trop. Je ne veux pas de son argent du sang. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit de dire que la vie de votre père comptait, que ce qui lui est arrivé était mal, et que quelqu'un dans ma famille prend enfin ses responsabilités. Stéphane se pencha en avant. Utilisez-le comme vous le souhaitez. Créez une bourse au nom de votre père. Donnez-le à des organisations de sécurité dans la construction. Donnez-le à vos enfants. Mais s'il vous plaît, prenez-le, parce que mon grand-père aurait dû vous le donner il y a 40 ans. Elle resta silencieuse un long moment, des larmes coulant sur ses joues. Finalement, elle hocha la tête. Mon père croyait en la sécurité. Il a donné sa vie en essayant de protéger d'autres travailleurs. J'utiliserai cet argent pour continuer ce travail. Je vais créer un fonds pour la défense de la sécurité dans la construction. Je lui donnerai son nom. L'initiative de sécurité Pierre Lefebvre. Stéphane sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Il en serait fier. Allez-vous rendre cela public? Les enregistrements, les documents? C'est votre décision, pas la mienne. C'est la justification de votre père. Si vous voulez que le monde connaisse la vérité, je vous soutiendrai. Si vous voulez garder cela privé, je le respecterai. Valérie toucha les documents devant elle. Je dois y réfléchir. Parler à ma famille. Cela change tout ce que je pensais savoir sur cette époque. Prenez votre temps. Vous avez mon numéro. La rencontre avec Stéphane Girard 2 semaines plus tard à Lyon se déroula de la même manière. Stéphane Girard écouta les enregistrements la mâchoire serrée, la rage et le chagrin se disputant sur son visage buriné. Quand Stéphane expliqua la fiducie, son premier instinct fut de refuser. Je ne veux rien des gens qui ont tué mon frère. Alors ne le considérez pas comme venant d'eux. Considérez-le comme une restitution, comme le paiement d'une dette due depuis 40 ans. La vie de votre frère avait de la valeur. C'est enfin la reconnaissance de cela. Stéphane Girard finit par accepter, disant qu'il ferait don de l'argent à un programme de formation professionnelle pour les ouvriers du bâtiment, en mettant l'accent sur l'éducation à la sécurité. Pascal croyait au travail bien fait. Je m'assurerai que d'autres travailleurs apprennent à faire de même. Marie Dubois fut la dernière rencontre, et la plus émouvante. À 74 ans, elle avait enterré son frère à 32 ans et avait passé des décennies à se demander si l'histoire officielle était vraie. Voir les preuves, entendre les préoccupations de sécurité de David enregistrées sur bande, brisa quelque chose en elle. Il avait une voix, sanglota-t-elle. Il a parlé. Il a essayé. Et ils l'ont fait taire. Stéphane resta assis avec elle dans son appartement de Nice, la laissant pleurer,
la laissant rager, laissant 40 ans de doutes et de confusion trouver enfin une clarté. L'argent, dit-elle finalement. J'ai des petits-enfants. Les neveux et nièces de David, qui ne l'ont jamais connu. Puis-je créer des fonds d'études pour eux? Laisser David aider à élever une autre génération, même s'il est parti. C'est une belle idée, dit Stéphane. En quittant l'appartement de Marie, Stéphane s'assit dans sa voiture de location et appela Léo. Comment ça s'est passé? Demanda son fils. Ils savent maintenant. Ils connaissent enfin la vérité. Et l'argent. Il va à de bonnes causes. Le nom de Pierre sera sur une initiative de sécurité. La mémoire de Pascal formera de futurs travailleurs. David aidera à éduquer la prochaine génération de sa famille. Stéphane démarra la voiture. L'argent du sang de Jean devient quelque chose de valable. Tu as bien fait, papa. Stéphane conduisit dans la nuit du désert, rentrant chez lui, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. 3 mois après la première distribution, Stéphane se tenait devant la tombe de Jean pour la première fois en 20 ans. C'était une pierre tombale simple dans un cimetière de campagne tranquille. Rien de grandiose ou d'ostentatoire, juste un nom, des dates, et le mot « architecte » gravé en dessous. Il était venu seul. Léo avait proposé de l'accompagner, mais c'était quelque chose que Stéphane sentait qu'il devait faire seul. « J'ai tout trouvé », dit Stéphane à la pierre, se sentant stupide de parler à du granit, mais ayant besoin de dire les mots quand même. « L'or, les documents, les enregistrements. J'ai aussi trouvé ton journal. J'ai lu chaque mot sur combien tu regrettais ce que tu as fait. » Une brise traversa le cimetière, faisant bruire les feuilles des chênes voisins. « Je l'ai rendu. » Enfin, pas exactement. On ne peut pas ramener ces 3 hommes. Mais je l'ai donné à leur famille. Valérie lance une organisation de sécurité au nom de son père. Stéphane Girard finance des programmes de formation pour les ouvriers du bâtiment. Marie envoie ses petits-enfants à l'université au nom de David. La gorge de Stéphane se serra. Tu aurais dû le faire toi-même. Mais au moins, c'est fait maintenant. Il resta là un moment de plus, pensant à l'héritage, au choix et au poids que le silence porte à travers les générations. Puis il se rendit une dernière fois à la maison de Jean. Les nouveaux propriétaires emménageaient la semaine suivante, une jeune famille avec 2 enfants, enthousiaste à l'idée de l'architecture moderniste et de la forêt environnante. Stéphane l'avait vendue pour moins que la valeur du marché, voulant qu'elle aille à des gens qui la rempliraient de vie et de chaleur, qui chasseraient les fantômes de l'isolement et de la culpabilité. Il traversa les pièces vides, ses pas résonnant sur les sols en terrazzo. La plupart des affaires de Jean avaient été données ou jetées. Stéphane n'avait gardé que quelques objets, quelques photographies, le journal, et un objet qu'il avait trouvé lors du nettoyage final. Dans le placard de la chambre de Jean, derrière une rangée de costumes qui sentaient encore légèrement la naphtaline, Stéphane avait découvert une montre de poche. Elle était simple, en argent, avec une inscription à l'intérieur du boîtier, « Le temps révèle toute vérité ». En dessous, en plus petits caractères, à Jean, de la part de ton père. 1952. Stéphane la tenait maintenant, sentant son poids dans sa paume, un héritage familial passé du père de Jean à Jean, porté quotidiennement pendant des décennies, puis abandonné dans un placard quelque temps après 1981. Comme si Jean ne pouvait plus supporter de la porter, ne pouvait plus faire face à la promesse de l'inscription chaque fois qu'il regardait l'heure. Le temps révèle toute vérité. Finalement, Stéphane empocha la montre et continua à travers la maison. Dans le salon, où il avait trouvé l'or 3 mois auparavant, il s'arrêta. L'espace semblait différent. Vide, plus grand, plus ouvert. Plein de possibilités au lieu de secrets enfouis. Son téléphone vibra. Un SMS de Valérie. Je voulais que tu saches. J'ai déposé les papiers aujourd'hui. L'initiative de sécurité Pierre Lefebvre est officielle. La première subvention sera versée le mois prochain pour financer des inspections de sécurité sur de petits chantiers. Merci d'avoir rendu cela possible. Puis Stéphane Girard, le programme de formation est lancé dans 2 semaines. 12 étudiants inscrits. Tous apprennent les protocoles de sécurité et les procédures appropriées. Pascal aurait aimé savoir que sa mort a servi à quelque chose au final. Et Marie, 3 petits-enfants ont reçu leur bourse pour le premier semestre. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. L'héritage de David perdure.
Stéphane lut chaque message 2 fois, sentant le poids qu'il avait porté pendant des mois s'envoler enfin. C'est ça, l'héritage. Pas de l'or caché dans l'obscurité, mais une lumière transmise, transformant la douleur en but. Il ferma la maison pour la dernière fois et rentra chez lui. Léo était à la table de la cuisine quand Stéphane arriva, travaillant sur un ordinateur portable. Il leva les yeux, sourit. Comment ça s'est passé? Bien. J'ai dit au revoir à la maison, à Jean. C'était comme une clôture. Stéphane s'assit en face de son fils. J'ai reçu des messages des 3 familles. L'argent est bien utilisé. Et le dernier lingot d'or? Celui que Maître Dubois a dit que tu gardais? Stéphane avait gardé un lingot. Sur la suggestion de Maître Dubois. Pas pour la richesse, mais comme un rappel. Il reposait maintenant dans un coffre-fort à la banque, enveloppé de velours, attendant. Il est là pour les urgences. Ou pour toi, un jour, si tu en as vraiment besoin. Mais seulement si le besoin est réel et l'utilisation juste. Stéphane sortit la montre de poche. Ça, par contre, c'est le véritable héritage. Il l'attendit à Léo, qui la retourna avec précaution, lut l'inscription. Le temps révèle toute vérité, lut Léo à voix haute. C'est lourd de sens. Ça l'est. Mais c'est aussi plein d'espoir, d'une certaine manière. La vérité finit par sortir. Les secrets ne restent pas enfouis pour toujours. Et quand ils font surface, nous avons le choix de ce que nous en faisons. Stéphane se pencha en arrière dans sa chaise. Ton arrière-grand-père a donné ça à Jean, espérant probablement qu'il serait à la hauteur de ses mots. Jean n'a pas pu. Mais peut-être que tu le peux. Peut-être que chaque génération a une nouvelle chance d'être meilleure. Léo tenait la montre avec précaution, comprenant sa signification. J'essaierai. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. Cette nuit-là, Stéphane ne put dormir. Il se retrouva à penser aux 3 derniers mois. La découverte, l'enquête, les rencontres avec les familles, la liquidation de la culpabilité transformée en or, puis leur transformer en quelque chose qui ressemblait à la justice. Ce n'était pas parfait. Rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé, ne pouvait ramener 3 hommes morts parce que le calendrier et le budget comptaient plus que la sécurité. Mais c'était quelque chose. C'était une reconnaissance. C'était la vérité enfin dite après 40 ans de silence. Stéphane se leva, se fit un café, s'assit à la table de la cuisine dans le noir. Il pensa à Jean, seul dans cette maison de verre pendant 20 ans, portant sa culpabilité comme des pierres dans ses poches. Il pensa aux familles, Valérie, Stéphane Girard, Marie, qui avaient passé des décennies à douter d'elles-mêmes, à se demander si elles avaient tort de remettre en question l'histoire officielle. Et il pensa à Léo, endormi dans la chambre voisine, portant la promesse de cette montre de poche vers l'avenir. Le temps révèle toute vérité. Et quand c'est le cas, la question est ce que vous faites de cette révélation. Stéphane avait choisi de l'honorer. De laisser la vérité remodeler ce qui avait été caché. De transformer l'héritage d'un fardeau en une opportunité de rédemption. Pas sa rédemption. Jean était au-delà de ça. Mais peut-être la rédemption d'un nom de famille, d'un héritage qui pourrait être plus que le silence et les secrets. Dehors, l'aube commençait à poindre. Un nouveau jour, portant moins de poids que le précédent. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Stéphane avait ouvert pour la première fois cette caisse en bois et trouvé les lingots d'or qui allaient tout changer. Maintenant, par une fraîche matinée d'automne, il était assis sur le porche de leur petit gîte loué, regardant les feuilles tournoyer depuis le chêne du jardin. La vie avait retrouvé son rythme, un rythme plus calme qu'avant, mais plus stable en quelque sorte, plus honnête. Léo sortit avec 2 tasses de café, en tendit une à Stéphane, et s'installa dans le fauteuil à côté de lui. Ses mouvements étaient plus aisés ces derniers temps. Le nouveau programme de kinésithérapie l'aidait, et sans le stress constant des factures médicales qui s'accumulaient, il semblait plus léger, plus heureux. Monique vient dîner ce soir, dit Léo. Elle veut entendre parler de l'initiative de sécurité. Stéphane sourit. Monique était devenue plus qu'une voisine ces derniers mois. Elle avait été une confidente, une source de sagesse, quelqu'un qui avait connu Jean et pouvait aider Stéphane à comprendre l'homme derrière les erreurs. Elle lui avait raconté des histoires sur le Jean qu'elle avait connu avant 1981.
Brillant, engagé, quelqu'un qui se souciait profondément de son travail et de sa communauté. Savoir que son grand-père n'avait pas toujours été la figure brisée qui avait vécu et était morte dans l'isolement aidait. L'initiative se porte bien, dit Stéphane. Valérie a envoyé des nouvelles hier. Ils ont déjà mené des audits de sécurité sur 15 petits chantiers de construction, trouvé des infractions sur 8 d'entre eux, et les ont fait corriger avant que quelqu'un ne soit blessé. Papy Pierre serait fier. Stéphane hocha la tête. Il semblait juste de l'appeler ainsi, Papy Pierre, un homme que Stéphane n'avait jamais rencontré, mais dont l'intégrité avait résonné à travers 40 ans, préservé dans des rapports de sécurité et des avertissements désespérés qui étaient enfin honorés. Son téléphone vibra. Un SMS de Stéphane Girard. Je pensais que tu voudrais voir ça. En dessous se trouvait une photo de 12 jeunes hommes et femmes en tenue de travail, debout devant une bannière qui disait « Programme de formation à la sécurité mémoriale Pascal Girard, promotion 2024 ». Stéphane montra la photo à Léo, et ils restèrent assis en silence un moment, regardant des visages pleins d'espoir et de détermination. 12 personnes qui entreraient dans l'industrie de la construction en sachant que la sécurité n'était pas négociable, que parler n'était pas une faiblesse, qu'aucun calendrier ou budget ne valait une vie humaine. C'est l'héritage de Pascal maintenant, dit Léo doucement. Pas la façon dont il est mort, mais ce que sa mort empêche. Oui. La voix de Stéphane était rauque. C'est exactement ça. Un autre message arriva, cette fois de Marie. Je voulais partager. Ma petite fille Sarah a été sur la liste d'honneur au premier semestre à l'université, et elle s'épanouit. Elle sait que la bourse vient de son grand-oncle David, et elle dit que ça la fait travailler plus dur, sachant qu'il l'aide même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Merci d'avoir donné un avenir à David, même après que le sien lui ait été enlevé. Stéphane lut le message à voix haute à Léo, et son fils tendit la main, serra l'épaule de son père. Tu as bien fait, papa. Tu as pris quelque chose de terrible et tu lui as donné un sens. Nous avons bien fait, corrigea Stéphane. Tu as été avec moi depuis le début. C'est toi qui n'as cessé de poser les bonnes questions, qui m'a rappelé que l'origine de l'argent compte. Ils s'assirent dans un silence confortable, buvant leur café, regardant le monde s'éveiller autour d'eux. Un car scolaire passa en grondant. Des voisins sortirent pour ramasser leurs journaux. La vie ordinaire, simple et précieuse. Maître Dubois avait appelé il y a 2 semaines avec les chiffres finaux. Après toutes les distributions, les impôts et les frais juridiques, il restait encore de l'argent dans la fiducie. Pas beaucoup, environ 50 000 €. Maître Dubois avait demandé ce que Stéphane voulait en faire. Stéphane y avait réfléchi pendant des jours avant de décider. Hier, il avait demandé à Maître Dubois de faire don des fonds restants à une organisation nationale de sécurité des travailleurs de la construction, au nom de Jean Martin, avec une note en reconnaissance des échecs passés et dans l'espoir d'un avenir meilleur. Que le nom de Jean soit désormais associé à la sécurité, pas seulement au silence. Qu'il y ait une petite rédemption dans les archives publiques, même si cela ne pouvait pas annuler ce qu'il avait fait. Je pense à reprendre mes études, dit Léo soudainement. Rien d'extraordinaire, juste quelques cours en ligne. Peut-être étudier la gestion d'entreprise, apprendre à gérer correctement une organisation à but non lucratif. Stéphane se tourna pour regarder son fils. L'initiative de sécurité, peut-être. Ou quelque chose comme ça. J'ai réfléchi à ce que nous avons appris de tout ça. Sur l'héritage, sur le fait de réparer les choses, de parler même quand c'est difficile. Léo posa sa tasse de café. Je veux faire quelque chose qui compte, quelque chose qui aide les gens. J'ai passé une si grande partie de ma vie à être celui qui a besoin d'aide, et c'est bien. Mais peut-être que je peux être celui qui aide, aussi. La fierté gonfla dans la poitrine de Stéphane, si forte que c'en était presque douloureux. Tu aides déjà. Tu m'aides chaque jour. Je sais, mais je veux aider plus. Je veux transformer ce que nous avons appris en quelque chose de durable. Léo toucha la montre de poche dans la poche de sa chemise, il avait pris l'habitude de la porter avec lui. La vieille montre de Jean avec sa promesse gravée à l'intérieur. Le temps révèle toute vérité. Mais ce que nous faisons de cette vérité, c'est à nous de décider. Plus tard dans l'après-midi, Stéphane se rendit sur la propriété où se trouvait la maison de Jean. La nouvelle famille y vivait depuis 3 mois maintenant, et Stéphane s'était tenu à l'écart, leur laissant de l'espace pour se l'approprier. Mais aujourd'hui,
il se sentait attiré, voulant la voir une dernière fois. La transformation était remarquable. Les murs de verre scintillaient, enfin débarrassés des années de crasse. Des jouets jonchaient le jardin, un vélo, un ballon de football, un bac à sable qui n'était pas là avant. À travers les fenêtres, Stéphane pouvait voir une lumière chaude, entendre le son des rires d'enfants. La maison était de nouveau vivante. Ce n'était plus un monument à la culpabilité et à l'isolement. C'était une maison. Une femme sortit par la porte d'entrée, la nouvelle propriétaire, portant un sac poubelle vers les bacs. Elle vit Stéphane debout près de sa voiture et s'approcha en souriant. « Vous êtes Monsieur Martin, n'est-ce pas? Le petit-fils de l'ancien propriétaire? C'est bien moi. J'espère que ça ne vous dérange pas que je m'arrête. Je voulais juste voir l'endroit. Dérangé? Nous sommes reconnaissants chaque jour que vous nous l'ayez vendu. Nos enfants adorent ici, et l'architecture est magnifique. » Elle marqua une pause. « Votre grand-père était très talentueux. » « Il l'était, » dit Stéphane. « Il était aussi très tourmenté. Cette maison. Elle a contenu beaucoup de douleurs pendant longtemps. Plus maintenant, dit-elle fermement. Maintenant, elle accueille des fêtes d'anniversaire, des séances de devoirs et des dîners de famille. Quelle que soit la tristesse qui était ici avant, nous la remplissons de joie. Stéphane sentit quelque chose se libérer en lui. Un dernier lâcher-prise. C'est exactement ce dont elle a besoin. Merci pour ça. En repartant, Stéphane jeta un dernier regard dans le rétroviseur. 2 enfants étaient sortis, courant et jouant dans le jardin où Jean avait marché seul pendant 20 ans. Une nouvelle vie remplaçant une vieille douleur. Des rires là où il y avait eu le silence. Ce soir-là, Monique vint dîner. Stéphane et Léo avaient préparé un rôti de bœuf, et tous les 3 s'assirent autour de la petite table de la cuisine, parlant et riant. Monique raconta des histoires sur le quartier, sur les changements qu'elle avait vus en 50 ans de vie dans cette rue. Elle était de bonne compagnie, chaleureuse et sage, et Stéphane était reconnaissant de sa présence dans leur vie. « Vous savez, » dit-elle alors qu'il débarrassait la vaisselle. « J'ai pensé à ce que vous avez fait, Stéphane. À la façon dont vous avez géré toute la succession de Jean. Il faut un courage rare pour choisir le droit difficile plutôt que le tort facile. J'ai eu de bons conseils, dit Stéphane en regardant Léo, et de bonnes questions auxquelles répondre. Quand même, continua Monique, peu de gens auraient fait ce que vous avez fait. La plupart auraient gardé l'argent, l'auraient justifié d'une manière ou d'une autre, se seraient dit qu'ils le méritaient. Mais vous l'avez rendu. L'avez donné aux personnes à qui il aurait dû aller il y a 40 ans. Cela en dit long sur votre caractère. Stéphane secoua la tête. Ça en dit plus sur le caractère de Jean. Il a gardé les preuves. Il a préservé la vérité même si elle le condamnait. Une partie de lui voulait qu'on la trouve. Voulait que quelqu'un finisse ce qu'il ne pouvait pas faire. Peut-être, concéda Monique, mais il ne pouvait pas le faire lui-même. Vous pouviez. C'est la différence entre porter la culpabilité et porter la responsabilité. Jean a porté la culpabilité et ça l'a détruit. Vous avez porté la responsabilité et ça vous a libéré. Plus tard, après que Monique soit rentrée chez elle et que Léo soit allé se coucher, Stéphane se tenait à la fenêtre de la cuisine avec la montre de poche à la main. Il l'ouvrit, lut l'inscription pour ce qui devait être la 100e fois. Le temps révèle toute vérité. Le père de Jean lui avait donné cette montre avec cette promesse gravée à l'intérieur, espérant probablement que son fils vivrait une vie d'intégrité et d'honnêteté. Jean avait essayé pendant un certain temps, mais quand l'épreuve est venue, quand choisir la vérité signifiait perdre tout ce qu'il avait construit, il avait échoué. Et il avait passé le reste de sa vie à savoir qu'il avait échoué. Portant cette connaissance dans l'isolement, convertissant sa honte en lingot d'or qui reposait caché et intact. Stéphane pensa au seul lingot d'or qui se trouvait encore dans le coffre-fort en ville. 1 kilogramme d'or d'une valeur d'environ 55 000 €. Son assurance, son fonds d'urgence, son rappel que choisir le bien ne signifie pas choisir la pauvreté. Mais ce n'était qu'un lingot de métal. Le véritable héritage, celui qui comptait, était la montre dans sa main. La promesse qu'elle portait. Le défi qu'elle représentait. Le temps révèle toute vérité. Et lorsque la vérité est révélée, vous avez le choix du type de personne que vous serez. La cacherez-vous, la justifierez-vous, la fuirez-vous? Ou l'honorerez-vous,
la direz-vous, la laisserez-vous vous transformer en quelque chose de meilleur? Stéphane avait choisi. Et en choisissant, il avait découvert quelque chose que Jean n'avait jamais appris. Que la paix ne vient pas en cachant ses erreurs, mais en y faisant face. Que l'héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous dans des comptes en banque ou des coffres-forts, mais dans les vies que vous touchez, les vérités que vous honorez et le courage que vous transmettez. Il regarda la photographie sur le réfrigérateur, lui et Léo, prise la semaine dernière. Tous deux souriants. Un père célibataire et son fils, faisant leur chemin dans le monde, faisant de leur mieux. Pas parfait, pas riche, ne vivant pas une grande histoire qui ferait les gros titres. Juste deux hommes choisissant chaque jour d'être un peu meilleurs qu'ils ne l'étaient la veille. De dire la vérité quand le silence serait plus facile. De faire le bien quand le mal serait plus profitable. De porter une promesse gravée sur une montre en argent, que la vérité compte, que le temps la révélera, et que ce que nous faisons quand elle est révélée nous définit plus que n'importe quelle fortune ne le pourrait jamais. Stéphane ferma la montre, sentit son poids dans sa paume. Demain, il la donnerait à Léo de manière permanente, la transmettrait, comme elle avait été transmise à Jean, comme le père de Jean la lui avait transmise. Une promesse se déplaçant à travers les générations, attendant que quelqu'un d'assez courageux pour l'honorer. Ce soir, cependant, Stéphane la tenait simplement, la tenait et pensait à trois hommes qui étaient morts en essayant de faire leur travail en toute sécurité. Il pensait aux familles qui avaient passé 40 ans à se demander si elles avaient tort de remettre en question l'histoire officielle. Il pensait à Jean, brisé et isolé, préservant la preuve de sa propre culpabilité parce qu'il ne pouvait pas tout à fait se résoudre à détruire complètement la vérité. Et Stéphane pensait à lui-même. 54 ans, divorcé, semi-retraité, élevant un fils handicapé, vivant dans un gîte loué avec un robinet qui fuit et un linoléum usé. Selon la plupart des critères, pas une vie réussie, pas le genre qui inspire des histoires ou suscite l'admiration. Mais on lui avait donné une épreuve et il l'avait réussi. Il avait trouvé une fortune et l'avait donnée. Il avait trouvé une terrible vérité et l'avait dite. Il avait trouvé une opportunité de confort facile et avait choisi une intégrité difficile à la place. C'était une réussite suffisante. C'était un héritage qui valait la peine d'être laissé. Dehors, la nuit était calme. À l'intérieur, Stéphane Martin se tenait dans sa petite cuisine, tenant une montre en argent, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis 6 mois. L'or était parti, converti en but. Les secrets étaient révélés, transformés en vérité. Le fardeau était levé, remplacé par la paix. Certains héritages viennent en or. D'autres viennent dans le courage de faire ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. Jean avait laissé les deux. Stéphane avait choisi sagement. Et demain, Léo porterait ce choix en avant, ajoutant son propre courage à l'héritage, écrivant le prochain chapitre d'une histoire qui parlait enfin de vérité au lieu de silence, de lumière au lieu d'ombre, de rédemption au lieu de regret. Le temps révèle toute vérité. Et dans la révélation, nous découvrons qui nous sommes vraiment. Stéphane ferma la main autour de la montre, sourit et éteignit la lumière.